En Afrique, un basculement silencieux fissure les certitudes les plus anciennes, celles qui présentaient la tutelle étrangère comme un horizon obligé et presque naturel. À mesure que s'effrite l'autorité construite sur la peur, la menace et le chantage diplomatique, les peuples redressent la tête, contestent les verdicts venus d'ailleurs et revendiquent le droit d'échouer ou de réussir par eux-mêmes. Dans ce moment de rupture assumée, où l'on ose dire non à ceux qui se croyaient incontournables, le projet porté par Ibrahim Traoré devient le symbole d'un continent qui ne craint plus le vide ni la solitude. Dans cette vidéo, la promesse est simple et radicale à la fois. Prendre au sérieux les mots que les dirigeants africains adressent directement à ceux qui se considéraient hier encore comme des tuteurs et comprendre ce qu'implique concrètement la fin d'une certaine idée de l'autorité française sur le continent. Il ne s'agit pas seulement d'un discours de plus, mais d'un symptôme puissant d'un basculement où Paris n'est plus le centre autour duquel doivent graviter les destins africains. En suivant la trajectoire d'hommes comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, en écoutant la colère articulée, structurée qui s'exprime face au président français, on voit se dessiner une réalité que les anciennes grilles de lecture refusent encore d'admettre. Ce décryptage propose donc de replacer chaque phrase dans un système plus large de dépendance, de peur et de mensonges qui se fissurent, afin de mieux mesurer ce que signifie pour la jeunesse africaine cette affirmation répétée: l'Afrique ne demande plus la permission pour décider seule. Derrière la véhémence du texte, une idée structurante apparaît dès les premières minutes. Aux yeux de son auteur, l'autorité française en Afrique s'est effondrée parce qu'elle reposait sur 3 piliers fragiles: la peur, la dépendance et le mensonge. Le discours ne s'attarde pas sur des détails techniques, il démonte un système en le nommant, en rappelant la longue accumulation d'humiliations, de chantage, de mise sous tutelle présentée comme de la coopération. Il décrit comment, pendant des décennies, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'expérimentation géopolitique, un laboratoire où les grandes puissances testaient leur doctrine, tandis que les peuples, eux, étaient sommés de se taire, de subir et d'applaudir des décisions prises ailleurs, sous peine de sanctions. Ce qui change aujourd'hui, affirme cette parole, ce n'est pas seulement la colère, mais la lucidité. Les sociétés africaines voient les ficelles, les scénarios écrits à Paris, les cadres imposés au gouvernement, et elles refusent de continuer à jouer un rôle secondaire dans leur propre histoire. Ce renversement de regard irrigue aussi bien les prises de position incendiaires que les gestes politiques plus institutionnels, quand des dirigeants comme Ibrahim Traoré retirent leurs armées de certains dispositifs, renégocient des accords, refusent certaines injonctions et assument des ruptures diplomatiques frontales. Le texte martèle que ce n'est pas l'Afrique qui aurait soudainement changé de nature, mais un système vieux, usé, incapable de reconnaître que les peuples ont grandi, qu'ils s'informent, qu'ils s'unissent et réclament une souveraineté réelle. La fin de la peur, la fin de la dépendance et la fin du mensonge sont présentées comme 3 étapes d'un même processus, celui d'un continent qui apprend à se regarder lui-même, à nommer ce qui l'opprime et à reprendre la main sur la définition de son avenir. Dans cette perspective, le discours n'apparaît plus comme une simple invective adressée à Emmanuel Macron, mais comme un moment parmi d'autres d'un long processus d'émancipation intellectuelle et politique. Pour comprendre la portée de ce discours, il faut s'arrêter sur la figure qui sert ici de repère narratif, une voix africaine qui ne parle plus sous contrainte, qui ne demande plus à validation, qui ne cherche plus la bienveillance extérieure pour exister. Cette voix assume une ligne claire: nommer ce qui, pendant des décennies, a été recouvert de formules diplomatiques, de promesses d'aide ou de partenariat présentées comme équilibrées. Elle affirme que la tutelle n'était jamais formulée comme telle, mais vécue dans chaque chantage, chaque injonction, chaque menace voilée qui accompagnait les relations entre Paris et plusieurs capitales africaines. Dans cette logique, les effets apparaissent tôt. Les peuples, d'abord, cessent de trembler. Le texte décrit la fin d'une peur longtemps utilisée comme outil politique, la fin de cette dépendance mentale qui poussait certains gouvernements à redouter sanctions, isolement ou ruptures financières. La jeunesse ensuite voit plus clair. Elle dissèque les stratégies, repère les contradictions et refuse d'être disciplinée comme un élève à qui l'on dicterait le programme. Le changement n'est pas encore institutionnalisé partout, mais il circule dans les rues, dans les mots, dans le refus de considérer un pays extérieur comme arbitre légitime de ce qui serait moderne, acceptable ou civilisé.
Deux mini-cas émergent du texte. Le premier concerne les armées africaines. Elles ne sont plus perçues comme de simples extensions d'un modèle importé, mais comme des institutions qui doivent se réaligner sur une volonté locale. Le second touche aux consciences. Un peuple humilié, affirme le discours, finit toujours par ne plus craindre son bourreau. De ces deux mouvements, militaire et mental, naît un même constat provisoire. La dépendance n'est plus un état naturel, mais une architecture que l'on peut démonter pas à pas. Le déclencheur, dans le texte source, surgit lorsqu'une voix africaine affirme sans détour que l'autorité française n'a jamais reposé sur le respect, mais sur la peur, les pressions et les menaces enveloppées dans des discours policés. C'est là que se brise le cadre ancien, ce moment où l'on dit qu'un système qui se croyait légitime n'était qu'un édifice dressé sur l'intimidation et que cet édifice n'impressionne plus personne. Cette fracture initiale n'est pas présentée comme un coup de tonnerre, mais comme la conclusion logique d'années d'humiliation accumulées. Le déclencheur, c'est la fin de la peur, et lorsqu'un peuple cesse d'avoir peur, les structures qui reposaient sur elle perdent mécaniquement toute capacité d'influence. Le texte pousse alors la dynamique vers un point culminant marqué par trois ruptures simultanées. D'abord la rupture politique, les peuples ne se courbent plus devant Paris, répètent que la France ne dirige ni leurs institutions, ni leurs armées et ni leurs esprits. Ensuite la rupture psychologique, l'idée que l'Afrique s'effondrerait sans appui extérieur est ouvertement ridiculisée. L'auteur affirme que le vide laissé par l'ancienne tutelle est comblé non par le chaos mais par une dignité retrouvée. Enfin, la rupture générationnelle, une jeunesse qui n'écoute plus, n'admire plus, n'imite plus, mais observe, décortique, compare et choisit seule. C'est cette jeunesse que des dirigeants comme Ibrahim Traoré tentent d'incarner, non pas comme héros messianique, mais comme symbole d'un refus collectivement assumé. Dans cette montée en intensité, la parole n'est plus une plainte, elle devient affirmation souveraine. Le point culminant s'alimente également d'un renversement d'échelle. Le texte ne parle pas d'un pays ni de quelques capitales, mais d'un continent entier qui murmure puis crie. Dans cette vision, l'autorité extérieure n'est plus seulement contestée, elle est déclarée caduque. Le château d'influence est comparé à un château de cartes, vulnérable au moindre changement de vent, et ce vent, explique la voix africaine, provient de la jeunesse, de la conscience populaire, d'une lucidité qui déjoue les discours paternalistes comme les menaces diplomatiques. Cette idée constitue le cœur de la séquence. Ce n'est pas une révolution impulsive, mais une maturation, non une réaction de circonstance, mais un long réveil. Lorsque le texte bascule vers la rémanence, les effets qui persistent après le point culminant, il insiste sur l'effondrement structurel d'un système trop vieux, trop usé. Rien n'est présenté comme une attaque extérieure, tout serait la conséquence interne d'un modèle incapable de comprendre que le monde avait changé. Ce qui demeure, c'est la rupture, totale, irréversible, historique. L'Afrique ne serait plus une arrière-cour, plus une variable d'ajustement, plus un élève soumis aux corrections d'un maître lointain. L'auteur martèle que le privilège est ce qui agonise réellement, le privilège d'imposer, de définir, de superviser, d'écrire l'histoire à la place des nations africaines. La rémanence prend enfin la forme d'une transformation culturelle profonde. Les peuples se réapproprient leurs récits, leurs symboles, leurs héros. Ils ne cherchent plus la permission d'exister, ils s'imposent. La France n'est plus la boussole, mais l'obstacle. Et lorsque l'obstacle s'effrite, explique la voix du texte, il ne reste plus qu'un continent qui avance par lui-même, sans maître, sans tuteur, sans validation. Dans cette partie, dont il est question de baseline, plusieurs décennies de tutelle perçues comme un cadre immuable, le texte répète que, pendant des décennies, la relation franco-africaine a reposé sur la peur, la dépendance et le mensonge. Cette durée non chiffrée, mais explicitement longue, sert de baseline à l'argumentation. Elle signifie un système installé, consolidé, transmis, presque naturalisé. Le texte met en évidence que cette continuité se brise aujourd'hui brutalement et ouvertement. Phrase d'explication, 11 mots, la rupture décrite apparaît comme un tournant historique assumé par les peuples. Dans cette première unité quantitative,
Le discours ne parle pas d'un moment isolé, mais d'un cycle long comparable à un régime climatique, stable en apparence jusqu'au moment où la pression accumulée finit par provoquer sa dissolution. La profondeur temporelle est utilisée pour légitimer l'ampleur de la réaction actuelle, présentée comme la conséquence logique d'un excès prolongé de contrôle extérieur et d'un trop-plein d'humiliation institutionnalisée. Dans cette partie, il y a des questions de baseline, un continent longtemps présenté comme dépendant d'un soutien indispensable. Une autre métrique implicite traverse le texte, la croyance, entretenue durant des décennies, selon laquelle l'Afrique tomberait sans l'appui extérieur. Cette idée fonctionne comme un indicateur psychologique. Elle mesure l'intensité du paternalisme perçu. Le texte met en évidence que cette croyance s'effondre et n'a plus d'effet politique. Phrase d'explication, 12 mots. Le texte montre que cette dépendance mentale disparaît des imaginaires collectifs africains. Ici, la transformation est décrite comme un basculement massif de perception d'un modèle où un acteur extérieur s'imaginait central à un modèle où il devient superflu. La valeur quantitative implicite est l'ampleur du rejet présenté comme continental, un peuple, des peuples, un continent entier. La logique chiffrée n'est pas arithmétique, mais scalaire. On passe d'un acteur perçu comme incontournable à un acteur réduit au statut de spectateur marginal. Dans cette partie, il est question de baseline, une influence construite carte après carte, réseau après réseau. Le texte utilise l'image d'un château de cartes pour décrire la construction progressive de l'influence française. Chaque carte représente un intérêt, une alliance, un relais diplomatique, un mécanisme de pression. Le texte met en évidence qu'un simple changement de vent suffit à tout faire s'effondrer. Phrase d'explication, 12 mots. La fragilité structurelle révélée illustre une dépendance excessive au rapport de force. Ici, l'unité quasi-numérique réside dans l'accumulation. Carte après carte, réseau après réseau. Le texte souligne que cette superposition quantitative n'a jamais produit une solidité qualitative. L'écart entre la masse des dispositifs déployés et la faiblesse de leur légitimité constitue l'un des paradoxes centraux analysés. Beaucoup d'outils, peu d'autorité réelle. Ces trois grandeurs, durée, échelle continentale, accumulation d'outils d'influence, fonctionnent comme des axes statistiques implicites dans le récit. Elles permettent au discours d'affirmer que l'effondrement n'est ni accidentel ni improvisé. Il est la résultante mécanique d'un écart trop grand entre un système surexploité et des peuples désormais lucides, unis et déterminés. L'ensemble constitue une démonstration numérique sans chiffres bruts, mais avec des proportions, des amplitudes et des deltas suffisamment nets pour produire un effet d'analyse quasi-métrique. Pour appliquer correctement la logique Stillman, il faut d'abord reconstruire les deux positions que le texte source laisse apparaître, en les présentant sous leur forme la plus solide possible, avant de montrer pourquoi l'argument central du discours les réfute à partir de ses propres données. On pourrait défendre que la présence française en Afrique s'inscrivait dans une logique de partenariat, assistance militaire, soutien économique, coopération institutionnelle, programmes éducatifs ou sanitaires. Dans cette version optimisée, la tutelle supposée n'était pas une domination, mais un appui stratégique sans lequel certains États risquaient l'instabilité. Selon cette thèse, critiquer la France reviendrait à ignorer le rôle qu'elle aurait joué pour éviter des crises ou accompagner des transitions difficiles. Un second argument, également présenté dans sa forme renforcée, soutiendrait que la colère visible dans le texte n'est qu'un phénomène conjoncturel nourri par un contexte géopolitique tendu. Selon cette lecture, l'Afrique ne chercherait pas réellement l'autonomie totale, elle exprimerait surtout un mécontentement ponctuel amplifié par une rhétorique militante. La continuité des liens historiques, économiques et culturels suffirait à maintenir une relation d'interdépendance durable, même si elle traverse une phase de turbulence. Le discours contredit ces deux arguments en rappelant que la coopération invoquée a été vécue comme une succession de pressions, de menaces voilées et d'injonctions déguisées en conseils. Le texte n'affirme pas que l'appui extérieur était inutile, mais qu'il a été instrumentalisé pour imposer des choix politiques.
L'argument 1 s'effondre donc sur un point décisif. Ce qui était présenté comme de l'aide a fonctionné comme un mécanisme de contrôle, et le texte le démontre en rappelant que la peur, et non la confiance, structurait la relation. De même, l'idée d'un mouvement émotionnel passager est contredite par l'insistance sur la durée, des décennies de dépendance, de mensonges institutionnels et d'humiliations répétées. Le discours parle d'un réveil continental, d'une lucidité collective, d'une génération qui dissèque, analyse et n'accepte plus les modèles imposés. Rien dans ces formulations ne suggère une explosion éphémère, tout renvoie au contraire à un processus historique profond, mûri, irréversible. L'ensemble produit une réfutation robuste. La rupture ne relève ni du caprice, ni du ressentiment momentané, mais d'une relecture structurée d'un système épuisé et désormais dénué de légitimité. Un seuil vient d'être franchi. Au milieu du discours, une bascule nette apparaît. Il ne s'agit plus seulement d'exposer la fin d'un système, mais de montrer que l'Afrique ne s'excuse plus d'exister face à ceux qui se croyaient encore gardiens de son destin. Cette scène verbale, placée comme un pivot, dévoile une vérité que l'auteur considère désormais impossible à cacher. L'autorité extérieure n'est plus un repère, mais un anachronisme. Ici, la rhétorique se fait plus frontale, mais aussi plus structurée, puisqu'elle montre comment un acteur qui pensait corriger, valider, sanctionner, se retrouve soumis au jugement de ceux qui l'évaluaient autrefois. La révélation vise un point précis, le renversement symbolique. Dans cette logique, la position d'observateur critique n'appartient plus aux anciennes puissances, elle appartient au peuple qui dissèque, analyse, compare et refuse toute hiérarchie héritée. Ce moment charnière établit que ceux qui distribuaient les notes sont désormais évalués à leur tour. Et dans ce glissement, le rôle de figures politiques comme Ibrahim Traoré devient emblématique, non pas comme centre unique, mais comme symptôme d'un changement de regard où la dignité n'est plus négociable. La révélation centrale tient donc en une phrase: l'Afrique ne se définit plus par rapport à ceux qui l'observaient. Les conséquences que décrit le texte source ne prennent pas la forme de statistiques, mais d'effets systémiques répartis sur plusieurs plans. L'objectif est de comprendre comment la rupture idéologique annoncée se matérialise dans la vie politique, dans les consciences collectives et dans la manière dont le continent redéfinit ses priorités. Le discours n'emploie pas le langage technique de l'analyse institutionnelle, mais il offre une matière suffisamment dense pour être redistribuée selon 4 dimensions distinctes. Dans cette partie, il est question de niveau national, NN, à l'intérieur des pays africains, l'effet le plus direct est la désacralisation de l'autorité extérieure. Le texte affirme que les peuples voient clair, qu'ils n'acceptent plus les injonctions maquillées en conseil et que la peur, ciment d'un certain ordre diplomatique, s'est effacée comme une ombre au soleil. Cela produit un effet politique immédiat. Les gouvernements ne peuvent de plus se réfugier derrière la caution d'une puissance tutélaire pour justifier certaines décisions. La légitimité se recentre, volontairement ou non, sur les populations elles-mêmes. Un dirigeant comme Ibrahim Traoré, dans ce cadre, apparaît comme la manifestation visible d'un climat où l'affirmation souveraine devient une attente sociale forte, presque une exigence. Dans cette partie, il est à question de dimension narrative, DN. Le texte insiste sur un basculement moins visible mais tout aussi stratégique, le contrôle du récit. Pendant longtemps, les puissances extérieures ont dicté ce qui devait être considéré comme moderne, raisonnable ou légitime. Le discours annonce que ce temps est terminé. Vous avez perdu la main sur notre narratif, dit-il, signifiant que les sociétés africaines réécrivent leurs symboles, redéfinissent leurs zéros, reconstruisent leurs priorités. La conséquence directe est que les anciennes grilles d'interprétation deviennent inopérantes. Là où un acteur extérieur se croyait indispensable à l'analyse, il devient un simple lecteur, marginal dans une histoire qui ne dépend plus de lui pour progresser. Dans cette partie, il est question de niveau des dynamiques sociales, AND. Sur le plan social, la principale répercussion tient au réveil collectif décrit avec force dans le texte. La jeunesse occupe une place centrale. Elle observe, analyse, démasque et refuse de se laisser discipliner comme
comme une classe d'élèves soumis au regard d'un maître. Ce mouvement s'apparente à un changement de climat mental, une génération décomplexée, lucide, qui ne s'impressionne ni par les drapeaux, ni par les discours diplomatiques, ni par les promesses creuses. Cette dynamique crée une pression horizontale sur les institutions qui doivent désormais composer avec des citoyens moins passifs, plus exigeants et surtout moins sensibles à la rhétorique paternaliste. Dans cette partie, il est question de la dimension régionale et géopolitique qu'avait. À l'échelle régionale, la conséquence la plus marquante est à la désagrégation d'un régime d'influence. Le texte utilise plusieurs images, château de cartes, système trop vieux, empire à genoux. Ces formulations traduisent une même idée. Un modèle conçu pour un monde figé ne peut survivre à un environnement où les peuples s'informent, s'unissent et coopèrent entre eux. Le discours décrit une Afrique qui forge ses alliances sans permission, qui avance même plus vite sans vous que jamais avec vous et qui ne considère plus aucune capitale extérieure comme boussole géopolitique. Ce repositionnement modifie le rapport de force régional non pas par hostilité, mais par recentrage autonome. En somme, les effets décrits ne sont pas des éclats isolés, ils dessinent une architecture nouvelle où le pouvoir symbolique se renverse, où les récits se libèrent, où les peuples se lèvent et où le continent assume pleinement son autonomie stratégique. Dans les 6 à 12 prochains mois, le texte source permet d'esquisser 3 trajectoires possibles, non comme des prédictions chiffrées, mais comme des prolongement logique du mouvement déjà décrit. Les scénarios ci-dessous suivent strictement la matière du discours, rupture souveraine, effondrement d'un système d'influence, affirmation progressive des peuples africains et perte de centralité des acteurs extérieurs. Dans cette partie, il est question de scénario de base, la rupture devient une nouvelle normalité. Dans ce scénario intermédiaire, la dynamique exprimée dans le texte se stabilise, la parole frontale la souveraineté assumée, le rejet de la tutelle extérieure cesse d'être perçu comme des gestes spectaculaires pour devenir des pratiques ancrées dans les discours officiels et les attitudes populaires. La France n'est plus considérée comme un acteur décisif mais comme un partenaire parmi d'autres, soumis au même examen critique. Les gouvernements africains continuent d'affirmer leur position sans rechercher une validation extérieure, tandis que les populations demeurent vigilantes face aux tentatives d'ingérence. Le rapport de force reste tendu, mais lisible. Les anciennes méthodes, menaces voilées, pression diplomatique, injonctions ne produisent plus d'effet. Les structures d'influence s'effritent sans s'effondrer brutalement, créant un paysage où l'équilibre se redéfinit progressivement. Dans cette partie, il est question de scénarios optimistes, consolidation d'une autonomie régionale. Si l'élan décrit dans le texte s'intensifie, les mois à venir pourraient voir apparaître une coopération africaine plus serrée autour d'une idée commune. Cesser de se définir par rapport aux attentes d'un acteur extérieur, une coordination accrue, symbolique, politique, narrative, se mettrait en place. Les peuples, décrits comme lucides et unis, renforceraient la pression sur les élites afin d'éviter tout retour en arrière. Les récits souverains gagneraient du terrain, les visions d'avenir seraient construites localement et les puissances extérieures perdraient tout levier psychologique. Ce scénario optimiste n'est pas une utopie dans le cadre du discours, il prolonge la logique de réveil continental, d'indépendance assumée et de fierté retrouvée. Dans cette partie, il est question de scénarios pessimistes, tensions accrues mais sans renversement dans une version moins favorable. Les mois qui viennent sont marqués par une augmentation des frictions diplomatiques. Le texte évoque déjà des menaces économiques, politiques, médiatiques. Si ces pressions s'accentuent, elles pourraient créer un climat de crispation durable. Cependant, même dans cette hypothèse, le discours source insiste sur un point, la peur ne fonctionne plus, les tensions pourraient se multiplier, mais elles ne rétabliraient pas l'ancienne hiérarchie. Le risque principal ne serait pas un retour à la dépendance, mais une phase agitée où les acteurs extérieurs refuseraient d'admettre la perte de privilèges. Une recommandation de pensée.
Dans tous les cas, le texte invite à lire ces transformations non comme des accidents, mais comme des processus historiques. La clé dans les mois à venir sera d'observer non pas les gestes diplomatiques superficiels, mais les dynamiques profondes. Qui définit le récit, qui l'impose, qui le conteste. Le texte source, bien qu'adressé à un continent entier, touche plusieurs publics de manière différenciée. Sa force ne vient pas seulement de la dénonciation du système qu'il décrit, mais de la manière dont il interpelle directement ceux qui l'écoutent en appelant à une responsabilité collective. Cette partie redistribue ses interpellations selon 3 angles: les citoyens ordinaires, les diasporas et les décideurs africains. Dans ce groupe A, les citoyens qui vivent les effets quotidiens du système. Pour eux, le discours résonne comme une libération verbale. Il traduit une colère longtemps contenue, celle de peuples qui se sentaient relégués à la marge des décisions prises ailleurs. Le texte leur rappelle qu'ils ne sont plus soumis à une autorité imposée, que la peur ne doit plus dicter leurs réactions et que la dignité n'est pas négociable. Cette insistance offre un cadre émotionnel où chacun peut reconnaître la fin d'une habituation à la soumission. Dans ce groupe B, les diasporas africaines, témoins d'un récit restructuré pour celles et ceux qui vivent hors du continent, le discours agit comme un révélateur. L'image de l'Afrique n'est plus écrite par d'autres. L'auteur souligne que le narratif ancien n'a plus prise et que l'arrogance diplomatique ne peut plus masquer la réalité. La conséquence pour la diaspora est double: un regain de fierté et une reposition stratégique dans les débats internationaux où elle n'est plus contrainte de défendre des récits imposés. Dans ce groupe C, les décideurs et responsables africains. Enfin, le discours adresse un message clair aux dirigeants: il n'existe plus de refuge dans la légitimité extérieure. Les peuples observent, évaluent, questionnent. La marge de manœuvre se redéfinit selon un principe simple: aucune décision ne peut désormais ignorer la volonté d'un public qui ne craint plus les représailles venues de l'étranger. Dans ces 3 angles, la portée commune reste identique. Chacun est appelé à se tenir debout, à regarder l'histoire se réécrire sans attendre d'autorisation. Le texte source ne propose pas une stratégie institutionnelle détaillée, mais il contient suffisamment de signaux pour dégager un chemin d'action cohérent. L'objectif n'est pas d'imaginer des réformes techniques, mais d'extraire, à partir de la logique interne du discours, les étapes qu'un continent décidé à rompre avec un système ancien pourrait suivre. Cette lotrine est formulée en 5 mouvements, chacun découlant directement des thèmes répétés: souveraineté, lucidité, rupture narrative, responsabilité populaire et refus de la peur. Dans cette dynamique, la position de dirigeants comme Ibrahim Traoré sert surtout d'exemple symbolique du réagencement attendu. Dans cette partie, il est question de nommer clairement les mécanismes de domination. La première étape consiste à rendre visibles les structures de peur, de dépendance et de mensonge décrites dans le texte. Les peuples doivent identifier les pressions déguisées, les discours paternalistes, les injonctions maquillées en conseil, afin de ne plus y répondre automatiquement. Dans cette partie, il est question de reprendre la maîtrise du récit collectif. Le texte insiste: vous avez perdu la main sur notre narratif. La solution passe donc par la création de récits africains autonomes, écrits localement, portés par les populations et non dictés par des acteurs extérieurs. Dans cette partie, il est question de redistribuer la légitimité vers l'intérieur. Aucune décision essentielle ne peut dépendre d'une validation venue d'ailleurs. Les gouvernements, observés attentivement par leur peuple, doivent assumer la responsabilité directe de leurs choix. Dans cette partie, il est question de éteindre définitivement la peur comme outil politique. Le discours affirme que la peur s'est brisée comme du verre. La trajectoire constructive suppose donc d'empêcher tout retour à ce régime psychologique. Dans cette partie, il est question de consolider la souveraineté par l'unité des consciences. La cohésion intérieure, nourrie par une lucidité partagée, constitue la garantie contre toute résurgence d'un système usé. Ainsi se dessine un chemin qui ne dépend pas d'une puissance extérieure, mais d'une volonté collective assumée. Dans le dernier mouvement du discours, l'émotion ne sert pas à amplifier la colère, mais à rappeler pourquoi ce basculement existe. Le texte renvoie implicitement aux figures évoquées plus tôt, ces voix africaines qui, comme celles mises en scène dans la partie précédente, refusent désormais de se tenir dans l'ombre ou d'attendre la validation d'un acteur extérieur. Le callback se construit ainsi: la même voix qui dénonçait la peur, les injonctions et les humiliations se dresse maintenant comme témoin d'une dignité
reconquise. Dans cette perspective, la présence symbolique de dirigeants comme Ibrahim Traoré reprend sens, non comme héros isolés, mais comme écho visible d'un mouvement intérieur né des peuples eux-mêmes. Ce n'est pas une incarnation personnelle, mais le prolongement naturel d'une génération qui parle haut, qui refuse les récits imposés, qui réécrit ses priorités et qui ne cherche plus à convaincre ceux qui ne comprennent pas son réveil. Le texte source rappelle alors que ce renversement n'est pas une flambée momentanée, c'est un changement de regard, un passage d'une Afrique observée à une Afrique observatrice, d'une Afrique corrigée à une Afrique qui juge. La ligne affective centrale surgit ici, simple et ferme. La dignité ne se négocie plus. Dans la dernière respiration du discours, l'appel ne vise ni l'affrontement ni l'escalade. Il invite plutôt à reconnaître que quelque chose a basculé dans la manière dont l'Afrique se regarde et se raconte. Le texte source insiste sur la fin d'un privilège, sur la chute d'une posture dominante, mais il ouvre aussi la possibilité d'un dialogue débarrassé des illusions anciennes. L'enjeu n'est pas de remplacer un maître par un autre, ni d'échanger une dépendance contre une nouvelle. Il s'agit d'assumer une position simple. Un continent qui décide pour lui-même peut parler avec n'importe qui, d'égal à égal. C'est dans cet esprit qu'un CTA même trouve sa place. Inviter celles et ceux qui suivent ce débat à questionner les récits, à examiner les mots utilisés, à observer les dynamiques de pouvoir avant de tirer des conclusions hâtives. Le texte rappelle que la lucidité collective est une force, mais qu'elle ne porte pleinement que lorsqu'elle circule, se partage et se discute. Alors, si vous souhaitez prolonger cette réflexion, interrogez les structures, écoutez les voix multiples et demandez-vous ce que signifie vraiment une souveraineté assumée aujourd'hui.